Alors, bonjour tout le monde. Bien heureux de vous voir à ce webinaire. Je suis Martin Vézina, je suis responsable communication et affaires publiques à l'Association Restauration Québec, évidemment que vous connaissez sous l'acronyme ARQ. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire portant sur la nouvelle subvention d'urgence du Canada pour les loyers, que vous allez maintenant connaître sous son petit nom, là, la SUCL. Vous le savez, les coûts de loyer, c'est un des coûts fixes les plus importants pour notre industrie, hein. On estime que c'est environ 10 de toutes les dépenses d'un restaurant moyen. C'est pourquoi la RQ a milité pour des programmes d'aide pour les loyers commerciaux. On a bien vu au printemps dernier l'aide d'urgence du Canada pour les loyers commerciaux, mais comme vous savez, comme moi, que ce programme a connu de nombreux ratés, notamment par le fait que l'argent allait uniquement aux propriétaires, qu'on était donc aux dépens de ceux-ci, mais aussi pour des seuils très élevés de baisse de revenus pour pouvoir en profiter. Justement, cet été, la RQ a travaillé pour obtenir du gouvernement fédéral un programme bonifié qui répondrait à ces problèmes et qui irait directement à ceux qui en ont besoin, qu'ils soient locataires ou comme propriétaires, et qu'il ne serait pas modulé là, en fonction d'un seul élevé de baisse de revenus. On se rappelle, la UCLC, c'était 70. Je vous On a été entendu le 9 octobre dernier. Le travail de la RQ a porté fruit avec l'annonce par la vice-première ministre et ministre des Finances de la création là, de la subvention d'urgence du Canada pour les loyers, la SUCL. Enfin, un programme de subvention généreux qui est une aide directe, donc pas un prêt, et qui pourra profiter, je vous le dis, à toute l'industrie, là, puisque nous sommes soumis évidemment à cette deuxième fermeture qui nous fait mal. Et justement, avec la fermeture qui perdure et les problèmes qu'on voit avec l'aide du gouvernement du Québec, nous croyons qu'il s'agit d'un programme essentiel pour assurer la survie de plusieurs d'entre vous. D'ailleurs, nous vous recommandons d'aller vers cette SUCL en premier avant même de déposer votre demande là, pour l'aide provinciale. Juste pour vous dire, certains qui ont fait leur demande à la SUCL en début de semaine dernière vont recevoir leur paiement aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est dans cette vision-là de vous emmener à faire de plus en plus, de faire votre demande rapidement que nous avons organisé ce webinaire pour vous outiller justement à la faire. Aussi, on vous a prévu un petit bonus, un petit contenu additionnel. On a vu, il y a eu quelques changements à la subvention salariale d'urgence du Canada. Donc, on va en profiter aussi là, pour en glisser quelques mots. Donc, dans la prochaine heure, nous vous expliquerons les critères d'admissibilité de cette nouvelle subvention, les taux de subvention accordés, les dépenses que vous pouvez réclamer et la méthode de calcul de la subvention. Voilà. Évidemment, tout au long du webinaire, il vous sera possible de poser des questions à notre formatrice. Pour ce faire, il vous faudra ouvrir l'équivalent d'une boîte de contrôle. Alors, pour ceux qui nous suivent par le biais d'un ordinateur personnel, vous verrez dans le coin supérieur droit une petite flèche rangée là, que vous voyez ici sur la diapo, là, entourée d'un cercle rouge. Vous cliquez sur cette flèche et vous allez voir une boîte de contrôle. Et là, vous voyez, il y a une ligne où c'est écrit question, vous l'encerclez en rouge. Vous allez dans cette boîte-là, vous allez avoir un champ pour poser des questions. Et je regarde, j'ai déjà reçu des questions, donc je vois qu'il y en a qui sont déjà habitués. Donc, pour ceux qui nous suivent avec une tablette, c'est aussi simple. Il y a un point d'interrogation en haut de votre page à droite là, du module GoToWebinar. Vous allez là-dessus, vous pouvez taper votre question à cet effet. Je vous dirais, on est 320 participants en ligne présentement et ça continue de monter. Donc, il est fort probable qu'on ne puisse pas répondre à toutes les questions posées, mais on va tenter de faire le maximum. Je vous invite aussi à la fin de la présentation à compléter un sondage de satisfaction afin de recueillir vos commentaires et vos observations sur le webinaire. Ça nous permet toujours de nous améliorer et de voir si c'est toujours la formule qui répond à vos besoins. Et je vous remercie à l'avance de votre participation. Donc, finalement, aujourd'hui, pour animer ce webinaire, nous pouvons compter sur l'expertise de Mme Cathy Bergeron, comptable professionnelle agréée et directrice générale à la firme BDO Canada. Cathy Bergeron a commencé sa carrière en 1988 chez Fauteux Bruno Bussière Leeuwarden,
où elle a occupé diverses fonctions qui lui ont permis d'acquérir, au fil des ans, une vaste expérience en certification, en expertise comptable et en fiscalité. En 1989, elle devient membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et se joint à l'équipe de BDO Canada en juin 2015 lors de la fusion de celle-ci avec le cabinet FBBL. Aujourd'hui, Cathy est responsable du volet de taxes à la consommation et possède de solides compétences dans l'interprétation des lois fiscales et de leur interprétation. Nous vous remercions sincèrement, Mme Bergeron, de votre participation et je vous laisse maintenant là, informer nos participants de comment faire une demande à la SUCL. Bon webinaire à tout le monde. Alors, bonjour à tous. Les sujets que je vais aborder, donc, bien sûr, la subvention d'urgence du Canada pour le loyer, les nouveautés ou les changements sur la subvention salariale d'urgence du Canada et l'aide au loyer du Québec. Pour la subvention d'urgence du Canada pour le loyer, qu'est-ce que c'est cette subvention-là? C'est une subvention qui offre un soutien aux locataires et propriétaires d'immeubles admissibles. Le soutien est fourni selon une échelle progressive qui est en fonction du pourcentage de diminution des revenus. Le maximum de soutien représente un taux de 65 % et si on a une baisse de revenus de 70 % et plus, on va avoir ce taux maximum-là. Il y a un deuxième volet à la subvention qu'on appelle la mesure de soutien en cas de confinement. On a un taux fixe, un supplément de 25 % quand l'entreprise ou l'entreprise admissible va faire face à des mesures de confinement en vertu d'une ordonnance de santé publique. Et si on additionne ce supplément-là de 25 % au maximum qu'on peut atteindre de 65 %, ça fait une subvention totale de 90 %. Et bien entendu, cette subvention-là, elle est administrée, tout comme la subvention salariale, par l'Agence du revenu du Canada. Un point que je voulais préciser au niveau du mesure de soutien en cas de confinement, c'est un taux fixe, c'est-à-dire que c'est 25 %, il n'est pas fonction de la baisse de revenus. Dans les principes clés importants au niveau des subventions, ce que fait le gouvernement, dans le fond, il a lié les deux subventions, la subvention salariale et la subvention pour le loyer. Donc, on a des principes qu'on connaissait déjà au niveau de la subvention salariale qui vont être les mêmes au niveau de la subvention pour le loyer. Donc, quand on parle de période de référence actuelle, c'est le mois courant qu'on va regarder quand vient le temps d'évaluer les baisses de revenus. Donc, pour la subvention pour le loyer, la première période, dans le fond, correspond à la période 8 de la subvention salariale et la période de référence actuelle est le mois d'octobre 2020. On a aussi, on fait référence aux périodes de référence antérieures, c'est-à-dire quand on vient évaluer la baisse de revenus, on va faire des comparaisons entre, dans le fond, le mois d'octobre 2020 et le mois d'octobre 2019. Donc, c'est la même chose qu'au fin de la subvention salariale. Un autre principe qu'on conserve au niveau de la baisse de revenus, ça va être les mêmes calculs que la subvention salariale. C'est-à-dire que si on a fait nos calculs au niveau de la subvention salariale, on n'a pas besoin d'en refaire pour la subvention pour le loyer. Ce sont les mêmes calculs. Et au niveau des revenus admissibles également, ce sont les mêmes critères, c'est-à-dire que c'est les revenus qui sont tirés des activités normales de l'entreprise au Canada et on va exclure de ces revenus-là tous les revenus provenant de personnes avec lien de dépendance et on va déterminer ces revenus-là selon la méthode comptable habituelle que l'on prend pour quand on comptabilise nos résultats financiers. Quelles sont les entités admissibles? Ce sont les mêmes qu'au fin de la subvention salariale. Donc, un particulier va être admissible, une société imposable, une société de personnes, un organisme de bienfaisance enregistré, un organisme sans but lucratif. Et il y a aussi d'autres organismes qui sont, dans le fond, admissibles, qui ont été ajoutés par règlement. Pour avoir droit à la subvention d'urgence pour le loyer, l'entité admissible va devoir satisfaire à l'un ou l'autre des critères suivants.
elle va devoir avoir un numéro d'entreprise de l'ARC en date du 27 septembre 2020. C'est quoi ça, le numéro d'entreprise? C'est le numéro de 9 chiffres que l'ARC vous attribue pour vos comptes, vos différents comptes que vous avez auprès de l'Agence du revenu du Canada. L'entité, c'est un ou l'autre de ces cas. Donc, l'entreprise pourrait avoir aussi un numéro de compte de retenue sur la paye en date du 15 mars 2020. Ou si elle n'avait pas de numéro de compte sur la paye, mais qu'elle faisait affaire avec une entreprise qui fournissait des services, un fournisseur de services de paye et qui faisait les remises de DAS en son nom, elle va se qualifier. Et il pourrait y avoir toute autre condition qui pourrait être rajoutée par règlement. Quelles sont les périodes pour lesquelles on va pouvoir faire de demande au niveau de la subvention pour le loyer? Je vous le mentionnais, la première période correspond à la période 8 de la subvention salariale. Alors, c'est la période qui commence le 27 septembre et qui se termine le 24 octobre. La seconde période va être celle du 25 au 21 novembre. Ensuite, du 28 novembre au 19 décembre. Et lundi dernier, dans l'énoncé économique du gouvernement fédéral, ils ont confirmé qu'ils ajoutaient 3 autres périodes. Alors, la période du 20 décembre au 16 janvier 2021, du 17 janvier au 13 février 2021, du 14 février et du 13 mars 2021. Il y a aussi de prévu des périodes additionnelles et ce sont des périodes là, qui vont être visées par règlement, mais qui vont prendre fin au plus tard le 30 juin 2021. Donc, on sait déjà que ça devrait aller jusqu'au 30 juin 2021. Maintenant, il y a des délais à respecter pour faire vos demandes. Vous devez produire vos demandes au plus tard 180 jours pour la subvention pour le loyer, au plus tard 180 jours suivant la fin des périodes de demande. Donc, pour la première période de la subvention pour le loyer, la date limite va être le 22 avril 21. Pour la seconde, c'est le 20 mai 21, ensuite 17 juin 21, 15 juillet 21, 12 21 et 9 septembre 21. Quels sont les taux pour le volet 1, la subvention de base pour la subvention pour le loyer, qui est en fonction du pourcentage de diminution de revenus? Donc, si vous avez des baisses de revenus de 70 et plus, vous allez avoir le taux maximum de 65 Si vous avez des baisses de revenus entre, dans le fond, de 50 égal à 50 mais inférieur à 70 on a une formule pour le calcul. Donc, à la base, on a un 40 auquel on va ajouter le facteur de 1,25 qui va être multiplié par la différence entre le pourcentage de notre baisse de revenus duquel on va soustraire 50 Et par contre, si on a des baisses de revenus qui sont inférieures à 50 le taux de la subvention va être égal à un facteur de 0,8 qui va être multiplié par la baisse de revenus. Pour les périodes qui ont été ajoutées jusqu'au 13 mars 2021, ce sont les mêmes taux qui sont applicables. Pour le volet 2 de la subvention, qu'on appelle l'indemnité de confinement, le 25 additionnel qu'on peut aller chercher, pour y avoir droit, il y a des critères à rencontrer. Les critères d'admissibilité, dans le fond, l'endroit doit être touché par des restrictions de santé sanitaire, des restrictions de santé, santé publique plutôt. Ce sont, dans le fond, c'est un décret ou une décision d'un gouvernement municipal, provincial ou fédéral qui a un lien en lien avec la COVID. Et en conséquence du décret, les activités dans le fond, doivent avoir cessé. Il va y avoir une interruption d'une partie ou de la totalité des activités pendant une semaine ou plus et au moins 25 du revenu admissible pour la période de référence antérieure. Donc, si je prends mon mois d'octobre, qui est la première période, donc 25 du revenu admissible pour le mois d'octobre 2019 devait être lié aux activités qui ont cessé. Maintenant, donc, on doit au minimum avoir une baisse de revenus qui est supérieure, en plus de ces critères-là, qui est supérieure à 0. L'indemnité de confinement, elle est calculée emplacement par emplacement.
on va prendre le taux de 25 qui est un taux fixe et on va le multiplier par le nombre de jours que l'emplacement a été en confinement et on va le diviser par le nombre de jours dans la période. En passant, chaque période de la subvention a 28 jours. Donc, on va toujours diviser par 28 jours. Puis prendre note que le pourcentage pourrait être modifié par règlement, soit à la hausse ou à la baisse, mais c'est une possibilité qu'il soit modifié. Par exemple, si j'ai un emplacement qui est en confinement pendant 10 jours, au cours de la période de 28 jours, donc l'indemnité de confinement va être à un taux de 8,93 c'est-à-dire que j'ai pris le 25 que j'ai multiplié par 10 et divisé par 28 jours. Maintenant, une fois qu'on connaît les taux, sur quelles dépenses on va pouvoir appliquer ces taux-là? Il y a deux volets, si je peux dire, si on est propriétaire d'un immeuble ou si on est le locataire de l'immeuble. Pour les propriétaires de l'immeuble, l'immeuble doit être utilisé dans le cours des activités normales de l'entité admissible. Il y a certaines exceptions, c'est-à-dire que si c'est un immeuble qui est utilisé principalement pour gagner du revenu de location, principalement c'est 50 plus de 50 alors, un revenu qui est gagné principalement, principalement gagné de location, autre que de la location au bénéfice d'une personne ayant un lien de dépendance qui n'utilise pas principalement pour tirer un revenu de location. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est si que moi, je suis propriétaire d'un immeuble et si j'utilise cet immeuble-là pour mes activités, j'ai un restaurant et je suis propriétaire de mon immeuble, mon restaurant est dans cet immeuble-là, mon immeuble va se qualifier et je vais pouvoir demander la subvention. Une autre situation, je suis propriétaire d'un immeuble et je loue cet immeuble-là à une autre personne avec laquelle je n'ai pas lien de dépendance. À ce moment-là, moi, en tant que propriétaire, je ne pourrais pas demander la subvention. C'est le locataire qui va faire la demande de la subvention. C'est un petit peu un parallèle avec la subvention initialement, vous savez, Martin l'a mentionné, elle était offerte aux propriétaires. Maintenant, on a changé avec ce volet-là. La subvention, c'est un soutien direct aux locataires. Donc, c'est pour ça que si le propriétaire de l'immeuble dans le fond, reçoit principalement des revenus de la location de personnes tiers. À ce moment-là, c'est le locataire qui va y avoir droit, le propriétaire n'y a pas droit. Autre situation, si je suis propriétaire d'un immeuble et que je loue cet immeuble-là à des entités avec lesquelles j'ai un lien de dépendance, je vais pouvoir demander la subvention pour mon immeuble, sauf si ces personnes-là avec qui j'ai un lien de dépendance, si elles, de leur côté, le ressous-louent principalement, là, j'aurai plus droit. Une fois que, dans le fond, qu'on a déterminé que c'est un immeuble qui est admissible, on va pouvoir aller prendre, dans le fond, on va pouvoir inclure dans les dépenses admissibles les intérêts sur les prêts hypothécaires. Il y a certaines réserves de plafond qu'il va falloir prendre en considération. Les assurances, mais c'est-à-dire c'est les assurances sur l'immeuble seulement. Si j'ai une assurance, dans le fond, qui couvre l'immeuble, mais le contenu dans l'immeuble, si j'ai des biens qui sont couverts, il va falloir que je fasse, dans le fond, un calcul pour extraire, dans le fond, du coût de mon assurance, prendre seulement la portion qui représente l'assurance pour l'immeuble. Les impôts fonciers, y compris les taxes scolaires et municipales. D'un autre côté, si je suis un locataire d'un immeuble, qu'est-ce que je vais pouvoir inclure dans les dépenses admissibles? Bien entendu, le loyer, ce qu'on appelle un loyer brut. Et dans le fond, va être inclus aussi tout loyer qui est basé sur un pourcentage de vente, de profit ou d'autres critères semblables. On a d'autres catégories de baux aussi, ce qu'on appelle des bails nets. Donc, si j'ai un montant à payer en vertu d'un bail net, loyer net, ce montant de base-là, le loyer minimum, je vais pouvoir l'inclure. Et je vais pouvoir également inclure les frais de fonctionnement qui généralement incluent les assurances, services publics et entretien des aires communes, également les impôts fonciers, compris les taxes scolaires et municipales, et tout autre montant pour des services accessoires à la location qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location.
Important aussi, si vous, dans le fond, vous percevez des revenus de sous-location d'une personne sans lien de dépendance, vous allez devoir venir déduire ce revenu de location de vos dépenses admissibles pour le calcul de la subvention. Autre limite au niveau des dépenses admissibles, bien entendu, la dépense doit être engagée pour des immeubles qui vont être situés ici au Canada. La dépense doit être payée en vertu d'une entente écrite. C'est vraiment important, là, une entente écrite qui va être conclue avant le 9 octobre 2020. Si vous avez renouvelé une entente après le 9 octobre 2020, mais que cette entente, l'entente initiale existait avant le 9 octobre 2020, vous êtes correct. Et autre chose très importante, si vous payez ces dépenses-là à des personnes avec qui vous avez un lien de dépendance, elles ne sont pas admissibles. La dépense doit être payée dans les 60 jours suivant la réception du paiement de la subvention. C'est qu'au niveau de la loi, quand on parle de dépenses de loyer admissibles, on fait une mention de dépenses payées. Dans son énoncé économique, la ministre, Mme Freeland, est venue confirmer que si la dépense n'est pas payée, mais que par contre, qu'on atteste qu'elle sera payée dans les 60 jours suivant la réception du paiement de la subvention, la dépense sera admissible. Prendre note que toute dépense qui est liée à un immeuble résidentiel, elle est expressément exclue. Ça comprend votre résidence principale, une résidence secondaire, chalet, etc. Donc, ça, ce n'est pas des immeubles admissibles, donc les dépenses ne seront pas admissibles à la subvention. Pour chaque période d'admissibilité, on a d'autres plafonds à surveiller. Pour les dépenses admissibles, on a un maximum de 75 000 par emplacement. Et par période d'admissibilité aussi, si j'ai plusieurs emplacements, je vais avoir un plafond global de 300 000 que je vais pouvoir, dans le fond, inclure un maximum de 300 000 dans les dépenses admissibles. Si on est dans le fond, si on fait partie d'un groupe d'entités affiliées, le plafond de 300 000 va devoir être réparti entre chacune des entités affiliées. Puis, fait à noter que ce fameux plafond de 300 000-là s'applique seulement à la subvention de base. Pour la subvention additionnelle, compensatoire pour le confinement, le plafond de 300 000 ne s'applique pas. Maintenant, qu'est-ce qu'une entité affiliée? Je peux vous donner quelques exemples rapidement parce que c'est quand même une notion qui est quand même assez complexe. Si, un exemple, j'ai, dans le fond, moi, j'ai une société AB incorporée et je détiens je détiens 100% des actions de ma société AB incorporée. Je vais être affiliée à la société AB. Un autre exemple, j'ai une compagnie de gestion, Gestion Inc., qui détient 100% des actions d'une compagnie AB incorporée. Et alors, Gestion Inc. et AB incorporée vont être affiliés. Donc, il y a plusieurs critères. Des conjoints sont affiliés entre eux. Donc, si j'ai monsieur et madame, monsieur à sa société A, madame à une société B, bien, les sociétés A et B vont être affiliées parce que les conjoints sont affiliés et indirectement, les deux sociétés seront affiliées. Ça sera de vérifier là, avec votre comptable là, si vous êtes partie d'un groupe de sociétés affiliées pour pouvoir déterminer si vous devez faire la répartition du 300 000. Je voulais, dans le fond, apporter des exemples peut-être pour mieux comprendre ces fameuses limites-là de 75 000 et de 300 000. Donc, dans mon premier exemple, c'est une entreprise qui a 5 emplacements qui sont admissibles à la subvention. Mon emplacement numéro 1 a des dépenses admissibles pour un total de 80 000 $. Donc, ici, la première limite de 75 000 va s'appliquer. Pour mon établissement 1, quand je vais faire le calcul de la subvention, je vais pouvoir considérer seulement 75 000. Mon établissement 2 a un total de dépenses admissibles de 55 000, donc je prends mon 55 000. L'établissement 3, j'ai un 120 000 de dépenses admissibles, donc là aussi, je suis plafonnée à mon 75 000.
La 4, je suis à 75, c'est beau. La 5 à 89, là aussi, mon plafond de 75 000 s'applique. Donc, au total, quand je considère tous mes plafonds pour l'ensemble de mes établissements dans mon entité admissible, j'ai un total de dépenses admissibles de 355 000. C'est là que mon plafond, l'autre plafond de 300 000, vient en ligne de compte. Donc, quand je vais faire mon application pour ma demande de subvention, je ne pourrai pas réclamer plus que 300 000 pour cette période-là, pour l'ensemble de mes 5 établissements. Deuxième exemple, j'ai un groupe de sociétés affiliées. Je voulais vous montrer là, comment ça fonctionne, la répartition quand on est dans un groupe de sociétés affiliées. J'ai 3 sociétés qui sont affiliées, donc ça pourrait être toutes les 3 sociétés que moi, je détiens les actions à 100 donc j'ai le contrôle. La société A a des dépenses totales admissibles de 125 000, donc ma limite de 75 000 rentre en ligne de compte. Quand je vais faire ma demande de subvention, la subvention, dans le fond, c'est le moindre de ma dépense admissible ou le 300 000. Mais comme je suis dans un groupe de sociétés affiliées, je vais devoir répartir mon 300 000 entre mes 3 sociétés ABC. Je décide d'attribuer 35 à ma société A. Donc, son deuxième plafond est de 105 000. Le moindre de 75 ou 105 va être 75 000. Pour ma société B, j'ai des dépenses admissibles de 75 000. Donc, ma limite de 75 est respectée. Et je lui ai attribué seulement 15 du 300 000, qui me donne 45 000. Donc, étant donné que c'est le moindre de ces deux montants-là, je vais être obligée de prendre 45 000 seulement. Ma société C est à 60 000 de dépenses admissibles. J'ai une limite de dépenses de 75. Je lui ai attribué 50 du 300 000. Elle a un plafond de 150. On est correct à 75 000. Donc, quand j'additionne mes dépenses totales que je peux réclamer pour la demande de subvention pour mes 3 sociétés, chacune des sociétés va faire sa demande distinctement, mais quand j'additionne les 3, je suis à 195 000, alors que selon ma limite de dépenses, j'aurais pu aller chercher le 225 000. Ici, dans le fond, quand j'ai fait ma répartition entre mes sociétés, je n'ai pas optimisé. Donc, ça va être très important si vous êtes dans des groupes de sociétés affiliés, de vous assurer que vous optimisez la répartition du 300 000 pour aller chercher le maximum de la subvention. Toujours dans le même exemple, dans le fond, ici, là, je vous montre qu'on a fait attention, puis on est venu faire une répartition adéquate du 300 000 pour aller maximiser notre 225 000. Dans le fond, ce qu'on a fait pour ma société A, sachant qu'elle était limitée au plafond de 75 000, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai attribué 25 du 300 000 qui arrivait à 75 000. Donc, j'étais correcte. Puis pour les deux autres, je suis allée chercher un maximum, j'ai pu m'optimiser. Je me répète, mais c'est très important, là, si vous avez un groupe de sociétés affiliées et que chacune des sociétés affiliées font la demande de la subvention, ça sera de vous assurer que vous faites une répartition adéquate du plafond de 300 000. Maintenant, tout ça, c'est beau, les limites de 75 000, 300 000. Maintenant, quand vous allez faire votre demande de subvention, les périodes de subvention sont de 28 jours, alors qu'on sait que quand on paie un loyer, c'est sur une base mensuelle. Donc, il va falloir faire un prorata de ces dépenses-là. C'est ce que je voulais vous démontrer. Donc, dans mon exemple, mon entité elle a un bail net. Donc, il y a un loyer minimum, le loyer de base qui est de 5 000 par mois. En vertu de la convention écrite, j'ai des frais de fonctionnement que je paye de 1 500 par mois. Et toujours en vertu de la convention écrite, il est convenu que je paie directement à la municipalité les taxes municipales et scolaires. Donc, cette dépense-là est sur une base annuelle. Donc, quand je vais faire ma subvention, et je suis allée faire le test sur le site de l'ARC, dans leur outil là, pour faire le calcul de la subvention, et c'est comme ça que c'est calculé. Dans le fond, quand vous rentrez, on vous demande là, si vous êtes locataire ou propriétaire. Et si vous êtes locataire, on vous demande, bon, ben, est-ce que c'est un loyer, est-ce que c'est sur une base mensuelle ou annuelle? Puis là, quand vous rentrez ces informations-là, c'est comme ça que c'est calculé
dans l'outil du gouvernement. Donc, j'en reviens à mon loyer qui était à 5 000 par mois. Étant donné que ma première période est du 27 septembre au 24 octobre, donc j'ai une portion de mes dépenses qui vont appartenir au mois de septembre et une autre qui va appartenir au mois d'octobre. Je vais prendre, dans le fond, mon 5 000 fois 4 jours en septembre sur 30 jours pour le mois de septembre et pour le mois d'octobre fois 24 jours sur 31, qui me donne, dans le fond, un montant de 4 537,63 $. C'est la même chose pour mes frais de fonctionnement que je paye mensuellement, donc le 4/30e et le 24/31e, ce qui me fait un total de 1 361,29 $. Et pour mes taxes scolaires et municipales qui sont sur une base annuelle, bien, ce montant-là de 20 000 annuels, je vais le diviser par 366 parce qu'en 2020, c'était une année bissextile, il y avait 370 jours. Donc, pour le mois de septembre, j'ai 4 jours et le mois d'octobre, 24 jours, ce qui me fait une dépense admissible de 1 536. Je voulais vous parler, dans le fond, d'une situation là, quand j'ai un holdco, une société de gestion, qui détient un immeuble et qui loue l'immeuble à une personne, dans le fond, qui a un lien de dépendance. Parce que, bon, on se souvient quand on parlait des dépenses admissibles, dans la définition, on vient nous dire que si la dépense est payée avec une personne avec qui j'ai un lien de dépendance, elle ne sera pas considérée pour le calcul de la subvention. Donc, quand j'ai une situation comme ça, que j'ai une société de gestion qui loue à une société opérante qui appartient à la société de gestion, j'ai un lien de dépendance, donc opérante ne pourra pas de faire la demande de la subvention. Donc, ça donne l'impression qu'on a une perte de subvention en quelque part. Il y a une solution ou une possibilité. Donc, dans mon exemple, Holdco est propriétaire de l'immeuble qui est utilisé à 100 par opérante. Il y a une convention écrite pour le loyer qui est signée entre Holdco et opérante. Puis, le loyer, dans le fond, c'est un loyer brut qui est payé mensuellement. Donc, pour opérante, étant donné que le loyer brut est payé à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, opérante ne pourra pas, dans le fond, prendre ce montant-là puis de faire la demande de subvention. Pour Holdco, quand on regardait la définition d'immeuble admissible, on mentionnait que, dans le fond, si c'était un immeuble qui était principalement pour du revenu de location et que ce revenu de location-là provenait d'une personne avec qui j'ai un lien de dépendance, donc c'est le cas, parce que Holdco et opérante ont un lien de dépendance parce que Holdco détient 100 a le contrôle de opérante, donc elles sont liées. À ce moment-là, Holdco, son immeuble est un immeuble admissible. Holdco pourrait faire la demande de subvention. Par contre, pour être en mesure de faire la demande de subvention, Holdco doit avoir des baisses de revenus. Au niveau du calcul de la baisse de revenus, quand on regarde la définition de revenu admissible, on vient mentionner dans la loi qu'on doit exclure tout revenu qui provient de personnes avec qui on a un lien de dépendance. Donc là, oui, mon immeuble est admissible, mais étant donné que 100 de mes revenus proviennent de opérantes, j'ai comme plus de revenus pour calculer ma base de revenus. Qu'est-ce que je peux faire? En vertu de la loi, il y a une option qu'on peut faire, c'est que dans une situation comme celle-là, étant donné que Holdco a 90 et plus de ses revenus qui proviennent d'une entité avec laquelle elle a un lien de dépendance, Holdco va pouvoir faire un choix pour déterminer sa base de revenus, dans mon exemple ici, en fonction de la baisse des revenus de opérante. Donc, ça serait une solution. Autre solution qui pourrait être possible aussi au niveau du calcul des revenus admissibles, dans la loi, on fait mention, quand on a un groupe de personnes affiliées, c'est mon cas, Holdco et opérante sont affiliés, on pourrait choisir de faire le calcul des revenus sur une base consolidée. Donc, ça pourrait être une autre solution aussi. Donc, tout n'est pas perdu. Il y a des options qui sont possibles. Je sais qu'il y a eu des questions, des tables rondes auprès de l'ARC. Ces questions-là ont été posées.
À ma connaissance, là, il y a eu des réponses contradictoires, mais quand on regarde la loi avec la définition de revenus admissibles, selon l'interprétation que nous, on en fait, ça serait des possibilités, là, mais ça restera à confirmer là, avec l'ARC. Mais en tout cas, quand on lit la loi, c'est comme ça qu'on le voit. Pour le calcul de la subvention maintenant, je voulais un peu vous montrer là, avec toutes les limites, la limite de 75, la limite de 300 000, comment on fait ces calculs-là. La formule, dans le fond, pour calculer la subvention, dans le fond, on prend le pourcentage de subvention pour le loyer qui est en fonction de notre baisse de revenus et on va venir multiplier ce taux-là par le moindre de deux choses, ma dépense de loyer admissible et le fameux plafond de 300 000 fois 100 ou si on est dans un groupe de sociétés, d'entités affiliées, là, on va devoir prendre le montant qui nous a été attribué. J'ai toujours mon même exemple, mon exemple numéro 1, que j'avais, dans le fond, mon entreprise qui avait 5 emplacements. En supposant que j'ai une baisse de revenus pour mon entité de 30 le taux de subvention va être de 24. Comment j'arrive à 24? Bien, étant donné que ma baisse de revenus est inférieure à 50 c'est la formule là, du facteur de 0,8 fois mon 30 qui donne mon 24 Pour l'ensemble de mes établissements, j'avais des dépenses totales de 424 000, mais quand je faisais mon calcul de dépenses admissibles et que je tenais compte de la limite de 75 000, j'arrivais à mon montant de 355 000 et c'est là que ma limite de 300 000 vient s'appliquer. Donc, je vais avoir une subvention qui va être de 24 de 300 000 qui me donne 72 000. Si par contre, j'avais une baisse de revenus de 50 la subvention est de 40. Pourquoi 40? C'est la fameuse formule 40 plus le facteur de 1,25 qui est multiplié par la différence entre ma baisse de revenus de 50 moins 50 qui fait 0. Donc, c'est pour ça que j'arrive à 40 J'aurai donc une subvention de 120 000. Si j'ai une baisse de revenus de 65 c'est toujours la même formule, 40 plus le 1,25 fois ma baisse de revenus moins 50 qui me donne mon 58,60. Donc, j'aurai une subvention de 175 800. Et si j'ai une baisse de revenus de 70 donc j'atteins le maximum du taux de subvention à 65 j'aurai donc une subvention de 195 000. Ça, c'est un exemple pour la subvention de base. Toujours un autre exemple pour la subvention de base. Dans mon exemple 2, que j'avais mes sociétés qui étaient affiliées, mes sociétés A, B et C. Ici, je fais le calcul seulement pour la société A pour vous montrer dans le fond l'impact avec la répartition du 300 000. Et c'est mon exemple où j'ai optimisé ma répartition du 300 000. Si ma société A a une baisse de revenus de 30 donc le taux de subvention de 24 fois 75 000 de dépenses maximum que je peux aller réclamer, j'ai une subvention de 18 000. À 50 de baisse de revenus, ma subvention est à 40 donc je vais chercher 30 000. À 65 un taux de 58,60 je vais chercher 43 950. Et à 70 le maximum, 65 je vais chercher 48 750 de subvention. Pour le volet 2, la subvention compensatoire, l'indemnité de confinement. Cette indemnité-là de confinement se calcule comment? Donc, si on a un pourcentage de subvention pour le loyer qui est supérieur à 0, on prend le pourcentage compensatoire pour le loyer, notre taux fixe de 25 qu'on va multiplier par les dépenses de loyer admissibles, fois le nombre de jours que l'emplacement est en confinement, divisé par 28 jours. Je vous rappelle que ce volet-là se calcule emplacement par emplacement. Et comme vous voyez, la limite de 300 000, on ne la considère pas pour ce volet-là. Si je reprends mon exemple 1 avec mon entité qui avait 5 emplacements, pour mon emplacement 1, cet emplacement-là a été 15 jours en confinement.
j'avais une limite de dépenses de 75 000 $. Donc, pour calculer mon taux de subvention, je prends mon 25 fois mon 15 jours pour lequel on était en confinement, divisé par 28, qui me fait un taux de 13,39. Donc, je vais chercher 10 042 $ et 50 de subvention. L'emplacement 2 a été 28 jours sur 28 en confinement. J'avais des dépenses admissibles de 55 000. Donc, ma subvention est de 25 je vais chercher 13 750. Mon établissement 3 a été aucun jour en confinement, donc je n'ai pas le droit à cette portion de subvention-là. L'établissement numéro 4 a été 5 jours en confinement. Là non plus, elle n'a pas le droit à la subvention parce qu'on se rappelle dans les critères, on devait, dans le fond, être en confinement pendant un minimum d'une semaine ou plus. Donc, étant donné ces 5 jours, je n'ai pas le droit à l'indemnité de confinement. Et mon établissement 5, j'ai 8 jours de confinement, donc 8 sur 28 fois 25 me donne un taux de 7,14 Je vais chercher 5 355. Maintenant, une fois qu'on a vu toutes ces règles-là, qu'on a fait tous les calculs, comment on va faire cette demande-là? On a deux possibilités. C'est via mon dossier d'entreprise ou via représenter un client. Ce sont les seules deux options qui sont possibles. Quand vous allez faire votre demande, quand vous rentrez sur le site de l'ARC, on va vous demander est-ce que vous avez un numéro d'SUCL? Il n'y a pas personne actuellement, toutes les entités qui n'ont pas fait leur demande n'en ont pas encore. Donc, quand vous répondez non, ils vous amènent là, sur une autre page et là, vous pouvez créer votre numéro. Pour ça, vous allez avoir besoin, dans le fond, c'est votre numéro d'entreprise de 9 chiffres et on va rajouter les extensions SA avec 4 autres chiffres, le 000, puis un autre chiffre à la fin. Et une fois que vous avez ça, vous revenez dans la page pour continuer votre demande de subvention. On fait une demande distincte pour chaque période. Entre autres renseignements que vous allez devoir fournir quand vous allez faire votre demande de subvention, vous allez devoir fournir l'adresse de l'emplacement, le nom et les coordonnées du locataire, si vous êtes locataire, ou du prêteur hypothécaire, si vous êtes un propriétaire qui fait la demande de la subvention. Et si vous faites partie d'un groupe d'entités affiliées, vous allez devoir donner du détail sur les entités affiliées. Et tout comme la subvention salariale, il y a une attestation qui doit être complétée. Quand vous faites votre demande via mon dossier d'entreprise, dans le processus, vous allez remplir cette attestation. Par contre, si vous faites faire la demande par un tiers, qui, lui, va le faire via représenter un client, vous allez devoir, dans le fond, compléter là, cette attestation-là, le RC 665, le nom du formulaire, et la fournir à votre tiers. La personne qui doit signer ce formulaire-là, c'est la personne qui a la responsabilité principale des activités financières de l'entité. C'est ce qui fait le tour de la subvention sur le loyer. Maintenant, je vais vous parler des derniers changements qu'on a eus à la subvention salariale, les dernières annonces. La subvention de salariale de base va demeurer la même pour les périodes 8, 9 et 10. C'est que initialement, cet automne, quand ils ont annoncé le prolongement de la subvention, dans le fond, elle était dégressive. Hein. Plus on avançait dans le temps, moins les taux étaient élevés. Mais ce qu'on a annoncé, c'est que dans le fond, pour les périodes 8, 9 et 10, elle va demeurer la même. Et avec l'annonce qui a été faite lundi dernier pour les périodes 11 à 13, ça va être les mêmes taux là, que pour la période 8, 9 et 10. Pour le critère de baisse de revenus pour la subvention salariale de base et celui de la subvention salariale compensatoire, on a harmonisé. Les nouvelles règles, il y a des nouvelles règles refuges pour les périodes 8 à 13. C'est les périodes là, du 27 septembre au 13 mars 2021. Et également, pour la subvention salariale pour les employés qui sont mis à pied temporairement, dans le fond, on a arrimé avec les prestations d'assurance emploi.
Donc, la subvention, elle a été prolongée jusqu'en juin 2021. On attend plus ample renseignement pour la suite. Par contre, on a eu des nouvelles pour les périodes 11 à 13 lundi dernier. C'est que le taux de base de 40 va s'appliquer pour ces 3 périodes-là également, ou, dépendamment de la baisse de revenus, le facteur de 0,8. Par contre, on a annoncé une augmentation du taux de la subvention salariale compensatoire à 35 par rapport à 25 et tous les autres paramètres demeurent les mêmes pour les périodes 11 à 13. Un petit, dans le fond, sommaire là, pour les périodes 8 à 10 et les périodes 11 à 13 également. Donc, si on a une baisse, le taux de la subvention de base, si on a une diminution des revenus de moins de 50 c'est le facteur de 0,8 multiplié par le pourcentage de baisse de revenus. Ou si on a des diminutions de revenus de 50 et plus, on va avec un taux de subvention de 40 Pour la portion du taux de la portion de la subvention salariale compensatoire, le taux de subvention va être, dans le fond, si on a des diminutions de revenus de plus de 50 ça va être le moindre des montants suivants. Ça, c'est pour les périodes 8, 9 et 10. C'est le moindre de 25 ou la formule 1,25 multiplié par le pourcentage compensatoire de baisse de revenus, moins 50 Pour les périodes 11 à 13, l'élément A, au lieu de 25, c'est 30 et à l'élément B, au lieu d'être 1,25, c'est 1,75 Pour ce qui est des périodes références, la méthode générale, quand on fait le calcul de la baisse de revenus, dans le fond, on compare le mois en cours de 2020 par rapport au mois correspondant de 2019 ou le mois précédent de 2020 par rapport au mois correspondant de 2019. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si je fais ma période là, du 24 septembre, non, c'est du 27 septembre au 24 octobre, mon mois en cours, c'est le mois d'octobre 2020, donc je comparais octobre 2020 avec octobre 2019 ou septembre 2019 avec septembre 2019 si ma baisse de revenus pour la période précédente était plus élevée. L'autre approche, c'est l'approche qui nous permettait de comparer le mois courant avec la moyenne de janvier-février. Donc là aussi, je prendrais mon mois d'octobre 2020 comparé avec la moyenne de janvier-février ou celui de septembre 2020 avec la moyenne de janvier et février. La règle refuge pour la critère de baisse de revenus, ça c'est pour la subvention salariale compensatoire pour les périodes 8, 9, 10 et 11, 12, 13. Dans le fond, quand on fait le calcul pour déterminer si on a le droit à la subvention salariale compensatoire, on fait un calcul, on fait une moyenne de revenus de 3 mois qu'on compare avec 3 mois. Ça, c'était l'approche initiale. Un exemple, je suis dans la période 8, qui est du 27 septembre au 24 octobre 2020. Je faisais une moyenne des mois de juillet, août, septembre 2020 par rapport à la moyenne des mois de juillet, août, septembre 2019. Ou si je prenais la moyenne générale comparée avec janvier, février. Donc maintenant, dans le fond, c'est que je vais aller chercher le plus élevé de ça. Ou l'autre possibilité, c'est que je vais prendre, dans le fond, seulement comparer mon mois d'octobre avec octobre 2020 avec octobre 2019 ou septembre 2020 avec septembre 2019. Dans le fond, ça, c'est le même calcul qu'on fait pour aller calculer notre taux de base de la subvention. Ce qu'on nous permet de faire, dans le fond, c'est qu'on va aller chercher le plus élevé du calcul de la moyenne des 3 mois ou du calcul de la moyenne juste de notre mois courant avec la période de référence précédente. L'imposition de ces deux subventions-là, la subvention salariale et la subvention pour le loyer, dans le fond, on doit inclure le montant de la subvention dans le fond, dans le dernier jour de la période de demande. Qu'arrive-t-il si on reçoit la subvention après la demande? L'imposition ne dépend pas du moment de l'encaissement, ça dépend vraiment en fonction de la fin de la période. Donc, par exemple, si j'ai un exercice qui termine le 31 octobre 2020, pour la subvention salariale, ce sont les périodes 1 à 8 qui vont rentrer dans ma fin d'exercice. Et pour la subvention sur le loyer, c'est la première période là, qui correspond à la période 8 de la subvention. Donc, c'est très important quand vous faites de faire vos demandes de subvention pour vous assurer qu'elles sont incluses dans vos revenus de votre exercice financier.
parce que si jamais vous ne les incluez pas, vous allez devoir modifier les déclarations d'impôts. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir des impôts additionnels à remettre et possibilités d'intérêt qui pourraient être calculées. Question relative à la planification. L'analyse des revenus est importante parce que c'est ça, dans le fond, qui détermine vos baisses de revenus. Donc, ça va être de vous assurer là, pour toutes les périodes de faire les bons choix et de bien analyser là, vos revenus à chaque période parce que si on se souvient bien, de période 1 à 4, on faisait des choix. Puis à partir de la période 5, on pouvait faire un nouveau choix qu'on gardait jusqu'à la fin. Donc, ça va être de vous assurer là, que vous faites les bons choix. Si vous êtes une entreprise saisonnière, pour le calcul de la base de rémunération de vos employés, là aussi, on a certains choix qu'on peut faire. Donc, ça va être de vous assurer de faire les bons choix pour chaque période et chaque employé pour vous assurer d'optimiser votre subvention salariale. Je parle des options choisies, donc de vous assurer d'uniformiser vos choix. Pour ce qui est pour du calcul du revenu, on offre la possibilité de choisir la comptabilité de caisse ou la comptabilité d'exercice. Par contre, ce choix-là, on le faisait à la période 1 et il nous suit jusqu'à la fin des périodes, jusqu'à la fin de juin 2021. Il y a l'approche aussi des calculs. Quand on fait notre baisse de revenus, on pouvait comparer de mois au mois ou le mois avec la moyenne de janvier-février. Pour la période 1 à 4, on faisait un choix. Puis à partir de la période 5, on pouvait faire un nouveau choix. Puis ce choix-là, à partir de cette période 5, nous suit jusqu'à la fin. Et au niveau des délais, il y a une petite différence entre la subvention salariale et la subvention pour le loyer. Pour la subvention salariale, c'est entre le plus tard du 31 janvier 2021 ou 180 jours après la fin de la période, alors que pour la subvention pour le loyer, c'est 180 jours après la fin de la période. Rapidement, pour vous laisser la chance de poser des questions, au niveau de l'aide au loyer au Québec, Martin en a parlé un peu. Donc ça, c'est un programme d'aide d'urgence au PME, le PO PME, qui est pour soutenir par le biais d'un prêt d'un montant de moins de 50 000 le fonds de roulement des PME. À ça, on est venu, dans le fond, à offrir une aide aux entreprises en région en alerte maximale, la ERAM. C'est pour les entreprises qui ont dû cesser en totalité ou en partie leur activité et qui sont dans une zone rouge. C'est un pardon de prêt, une aide financière non remboursable qui va s'appliquer aux prêts accordés dans le cadre du programme PO PME à compter du 1er octobre 2020. C'est un maximum de 15 000 par mois de fermeture et sans excéder 80 du prêt octroyé via le programme PO et PME. Chaque ville, chaque MRC gère le programme. Elles ont leurs propres conditions. Donc, ça va être de vérifier auprès des villes et des MRC et je vous ai joint le site de Revenu Québec pour plus de renseignements. Alors, c'est ce qui couvre ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Je suis consciente qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de notions et de choses, mais j'espère que j'ai réussi à éclaircir certains points. Alors, merci Cathy. Je vous dis, là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. C'est sûr qu'on va dépasser un peu de 15 heures. J'espère que les participants vont nous laisser continuer un peu. On va essayer de répondre à quand même beaucoup de questions. Et je peux rassurer plusieurs personnes, ce webinaire est enregistré actuellement. Et comme tous nos autres webinaires dans le passé, ils seront sur notre site web, là, soit d'ici quelques heures à la suite de la diffusion de ce webinaire, ou là, c'est peut-être nous un jour pour être sûr que tout fonctionne. Mais la présentation et le webinaire là, sera disponible. Vous pourrez le réécouter plusieurs fois, là, vu que c'est quand même lourd. Alors, je vais commencer comme première question au niveau du calcul des baisses de revenus. Est-ce que c'est le même calcul pour la SUCL que celui de la SSUC? Est-ce qu'on est aussi figé par le choix qu'on a fait par la SSUC? Tout à fait. Comme je mentionnais, c'est que les deux subventions ont été arrimées ensemble. Donc, les calculs qu'on a fait de baisse de revenus pour la subvention salariale, c'est les mêmes on n'a pas besoin de refaire de calcul pour la subvention pour le loyer, c'est les mêmes calculs. Donc, je reviendrai au niveau là, parce qu'on a beaucoup de questions au niveau du lien
de dépendance entre Oui. une corporation qui est propriétaire du bâtiment du restaurant et une autre corporation qui est le restaurant en tant que tel et qui sont les mêmes actionnaires. Vers qui est-ce qu'on est admissible et vers quel volet du programme on peut le prendre? C'est une bonne question qui est assez complexe parce que, dans le fond, la notion importante là-dedans, c'est la notion de lien de dépendance. Là, vous mentionnez là, de deux sociétés qui sont, dans le fond, que c'est le même groupe de personnes qui contrôlent ou qui possèdent les actions de la société. Euh, la notion de personnes liées, dans le fond, quand on regarde la notion de personnes liées, au niveau, il va y avoir un lien quand on parle de société par action. Dans le fond, on va devoir déterminer qui a le contrôle de la société et c'est un contrôle de droit qu'on appelle donc au niveau du pourcentage des votes. Pour ce qui est de quand on regarde deux sociétés, effectivement, là, deux sociétés vont d'être liées si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes. C'est ce qu'on dit en vertu de la loi. Ce que je pourrais vous dire aussi, là, dans le fond, c'est pour pouvoir voir si vous êtes, dans le fond, si il y a des liens entre les sociétés. Aux fins des déclarations d'impôts, quand on fait les déclarations d'impôts, il y a une annexe qui énumère les sociétés qui sont liées. Vous pourrez toujours aller jeter un coup d'œil là, puis c'est l'annexe 9. Maintenant, à savoir là, qui peut demander la subvention si on est dans un groupe de sociétés liées, que la société A a l'immeuble et la société B a l'opération du restaurant. Dans le fond, quand on regarde la définition de dépenses admissibles, on vient exclure dans dépenses admissibles les dépenses qu'on paye à une personne liée. Donc, ma société B, qui était la société opérante qui avait le restaurant, qui paye le loyer à la société A. Donc, elle paye un loyer à une société qui est apparentée. Donc, ma société B ne sera pas admissible au loyer. Par contre, ça serait ma société A qui serait admissible. Puis là, il va falloir aller voir si mon immeuble est un immeuble admissible. Puis ça revient un peu à mon exemple que je vous ai donné là, quand j'avais ma holdco puis j'avais mon opérante. Dans le fond, ça serait cet exemple-là. Puis il va falloir déterminer aussi, là, parce qu'en vertu de la définition de revenu admissible, aux fins du calcul du revenu, il y a des choix qui sont possibles. Donc, entre autres, un choix là, de soit si on est un groupe affilié, de faire du consolidé, ou s'il y a 90 et plus des revenus qui proviennent de sociétés avec laquelle on a un lien de dépendance. Donc, il y aura ces choses-là à regarder là, pour pouvoir faire le calcul de la baisse de revenus. S'il y a une sous-location, est-ce que c'est admissible? Est-ce que c'est le propriétaire ou le sous-locataire qui fait une demande à la SUCL, pour la SUCL? OK. Quand il y a une sous-location, donc si, un exemple, moi, je suis locataire d'un immeuble commercial et dans le fond, je sous-loue à une autre personne une partie de mon local. Dans le fond, moi, je suis admissible parce que je suis locataire, mais quand je vais faire mon calcul de mes dépenses admissibles, je vais devoir déduire le revenu que je reçois de mon sous-locataire, si bien entendu c'est un sous-locataire avec qui je n'ai pas de lien de dépendance. Et pour le sous-locataire, ben, c'est moi qui deviens comme le propriétaire. Donc, le sous-locataire, dans le fond, si on n'est pas des personnes avec lien de dépendance, il va pouvoir faire la demande de subvention. On va revenir à la notion de bail net. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par bail net en tant que tel? Qu'est-ce que ça signifie? Un bail net, dans le fond, c'est que si je peux m'exprimer ainsi, c'est une notion légale, si je peux dire, là. C'est que dans le fond, on va décharger le propriétaire de certaines dépenses. C'est qu'on va charger, le propriétaire va chercher au locataire un minimum de dépenses et va demander au locataire, pardon, d'assumer certaines dépenses. Donc, on va y charger un loyer minimum et après, on va lui dire, écoute, pour tout ce qui est dépenses d'opération,
les assurances, les frais communs, l'électricité, le chauffage. Je vais te charger un montant fixe par mois pour ça. Et pour ce qui est, un exemple, ça pourrait être pour ce qui est des impôts fonciers, taxes municipales et scolaires. Tu vas devoir les assumer et payer directement la ville. Si je compare ça, dans le fond, avec un loyer brut, dans le fond, ce qu'on demande au locataire, on dit, tu me payes tant par mois, puis ça finit là. Il n'y a pas d'autres frais qui se rajoutent là, pour couvrir certaines dépenses. C'est qu'un bail net, dans le fond, c'est qu'on va pratiquement transférer toutes les dépenses relatives à l'immeuble au locataire, alors que le propriétaire, lui, dans le fond, assumera pratiquement presque pas de dépenses. Mais il y a des variations dans les baux nets, là, parce qu'il y a des baux nets, il y a des baux nets, net, 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 etc. Là. Fait que ça dépend vraiment là, des conditions du bail. Est-ce que lorsqu'on a un bail brut, est-ce que nos dépenses en services publics, donc électricité, gaz naturel, tout ça, sont admissibles à la SUCL? Ça ne devrait pas, parce que théoriquement, un loyer brut, dans le fond, ça devrait couvrir toutes ces dépenses-là. J'avais vu là, des questions et réponses, puis on venait confirmer, l'ARC venait confirmer. Si j'ai un loyer brut puis que je paie les services publics directement, parce que dans le fond, parce qu'on quand on regarde la définition de loyer admissible, de dépenses de loyer admissible pour un locataire, on parle vraiment juste de loyer brut. Donc, si je paye l'électricité, le gaz, ça ne serait pas des dépenses admissibles. OK. Je possède un centre commercial dont je suis 5% actionnaire et dans ce centre commercial, je loue un espace pour exploiter un bar dont je paye un loyer. Est-ce que ce serait admissible? Bon, donc, si j'ai bien compris, je suis actionnaire d'un centre commercial À 5 à 5 Donc, à 5 en théorie, je n'ai pas le contrôle. Je n'ai pas tous les autres éléments, là, mais si je me fie juste à ça, en n'ayant que 5 des parts dans le centre commercial, je n'ai pas de lien de dépendance avec le centre commercial. Donc, à ce moment-là, si moi, je loue un loyer, dans le fond, un emplacement dans le centre commercial et que je paie un loyer, qu'il y a une convention écrite, etc., et que les autres conditions sont rencontrées, je pourrais être admissible à la demande de subvention. Si on prend une entente de bail après le 9 octobre 2020, on peut bénéficier de ce programme-là? Est-ce qu'il est possible aussi de renouveler notre bail après le 9 octobre et demeurer admissible? Donc, si je signe un bail après le 9 octobre 2020, si je regarde, dans le fond, en vertu de la loi, dans le fond, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que ce soit une entente qui est écrite et conclue avant le 9 octobre 2020. Donc, je ne serai pas admissible, malheureusement. Par contre, si c'est le renouvellement d'une entente qui existait avant le 9 octobre 2020 et que cette entente-là est sensiblement similaire et que le renouvellement est sensiblement similaire au bail qui était signé avant, ça serait admissible pour le renouvellement. Au niveau des taxes foncières, s'il y a une taxe d'eau inscrite comme par la ville, inclus dans les taxes foncières, où il y a une ligne taxe d'eau, est-ce que c'est admissible? Oh, c'est une bonne question, ça. Parce que dans le fond, quand je regarde impôts, il mentionne juste, quand il parle d'impôts fonciers et taxes similaires, et dans le fond, ils nous disent y compris les taxes scolaires et municipales. Donc, si c'est une taxe similaire, je présume qu'elle pourrait rentrer là, dans le calcul de la subvention. Si je suis propriétaire d'un établissement hôtelier, que je loue des espaces de salle de restaurant à une autre entité, long terme, là, je vous dirais, est-ce que les deux entités peuvent faire la demande? Je veux juste être sûre de bien comprendre la question. Il est propriétaire d'un établissement hôtelier, puis Il loue à son d'autres personnes. restaurant, son espace restaurant, il le loue à une autre entité, par OK. exemple, puis peut-être d'autres salles, il le loue à d'autres entités. Est-ce qu'il peut faire est-ce que ces entités-là, ces locataires-là peuvent faire la demande? Les locataires, est-ce qu'ils peuvent faire la demande?
Dans le fond, le locataire, mettons que c'est celui qui loue l'espace du restaurant. Si je regarde mes critères, dans le fond, est-ce que c'est un Ça pourrait être comme un emplacement? concessionnaire de restaurant, là, pour donner une Oui, idée. oui, oui. Je vous dirais, si j'ai une entente, dans le fond, entre l'hôtelier, là, que j'ai un bail entre l'hôtelier et l'opérateur du restaurant. Cette entente-là a été conclue avant le 9 octobre. J'ai pas de lien de dépendance entre les deux entités. Je regarde vite, vite les critères, là, mais quand je regarde ça comme ça, je ne verrais pas pourquoi là, que le locataire ne pourrait pas se qualifier si lui, il a eu une baisse de revenus. Parce que dans le fond, il y a un bail, il paye un loyer. Ça me semble être un immeuble admissible, c'est un immeuble au Canada. En tout cas, sous toute réserve, là, je vous dirais que le locataire devrait avoir la possibilité là, de pouvoir faire la demande de subvention. J'ai une autre question. Le maximum, est-ce que le maximum là, qu'on décrit est par mois ou c'est au total des mois admissibles? Et est-ce le même critère que le plafond des affaires que nous retrouvons dans les rapports d'impôts? Pour les maximums, pour le maximum de 75 000, ça, c'est vraiment, dans le fond, les deux, le 75 000 et le 300 000, c'est par période. C'est pas pour le 300 000 n'est pas pour le cumulatif de toutes les périodes. C'est vraiment des plafonds qui sont par période de demande. Et c'est pas du tout la même chose que le plafond des affaires au niveau de la loi de l'impôt, là. Est-ce qu'un franchisé d'une chaîne est une société affiliée au franchiseur? Ça dépend. J'ai pas tous les renseignements pour répondre, là. C'est pas parce que j'ai une franchise d'un franchiseur. Il faut voir l'actionnariat de chacune des sociétés, puis de voir là, si, il y a des contrôles, des choses comme ça, là. Donc, c'est ça, C'est pas le fait. tout dépendant de voir si c'est le même actionnaire qui est dans Oui. le cas. Dans un cas, on a 9 restaurants qui sont locataires d'une compagnie de gestion. Il n'y a pas de lien de dépendance entre la compagnie de gestion et les 9 restaurants. Est-ce que c'est les locataires qui demandent la SUCL dans ce cas-là? Est-ce qu'ils doivent le faire chacun des 9 entreprises font leur propre demande? Ou ça rentre dans bon, c'est ça. Est-ce que chacune des entreprises fait leur propre demande? OK. Chose importante, on mentionne qu'il n'y a pas de lien entre la compagnie de gestion qui est propriétaire de l'immeuble qui le loue aux 9 restaurants. Puis je comprends là, que les 9 restaurants, c'est 9 entités séparées. Donc, pour ce qui est de ces 9 restaurants-là, étant donné que le loyer qu'ils payent, ils le paient à une personne avec qui ils n'ont pas de lien de dépendance, c'est les locataires qui vont pouvoir faire la demande de la subvention. Pour le propriétaire d'immeuble, lui, dans le fond, il rencontre l'exclusion qui dit que si son immeuble, c'est un immeuble qui génère principalement du revenu de location à des personnes avec qui il n'a pas lien de dépendance, l'immeuble est exclu, donc le gestionnaire de l'immeuble ne pourra pas faire la demande. Puis pour les 9 restaurants, là, dans le fond, en prenant pour acquis là, qu'ils n'ont pas de lien de dépendance entre eux, là, chacun va pouvoir faire leur demande. Petite question, est-ce que je peux consolider 2 entreprises pour un mois et pas le suivant? Ça, c'est dans les critères pour faire les calculs Les calculs de revenus, de oui, les bases revenus. de revenus. Au niveau des revenus admissibles, je vous dirais que ces choix-là, on les fait période par période. Ce n'est pas un choix comme la comptabilité de caisse ou la comptabilité d'exercice ou encore la méthode générale ou l'autre approche qu'on fait une fois puis qui nous suit jusqu'à la fin. La méthode de consolidé, ça fait référence aux revenus admissibles. Et ça, c'est vraiment, je peux le faire à chaque période. Je vais juste leur vérifier. Là, je suis en train de regarder ma loi pour une période de. Attendez.
Oui, c'est ça. C'est vraiment à chaque période. Je suis propriétaire, la corporation est propriétaire du restaurant et du bâtiment, mais je loue à un artiste, un atelier d'artiste, une partie. Est-ce que je suis admissible? Le propriétaire de l'immeuble et du restaurant, C'est la même corporation, oui, mais c'est il ça. loue un atelier d'artiste dans le bâtiment. Oui. Dans le fond, le propriétaire va être admissible à la demande de subvention. Par contre, dans le calcul de ses dépenses admissibles, il va devoir venir déduire le revenu qu'il perçoit de l'artiste. Ça va venir réduire ses dépenses admissibles. Alors, je m'en réponds une. Là, on a des gens qui me demandent si on a des activités de livraison et des take-out, est-ce qu'on est admissible à la subvention complémentaire? Je vais la répondre. Alors, la réponse est oui, parce qu'on parle c'est juste une partie de vos activités qui ont cessé, qui est la vente en salle à manger. Donc, de ce fait, vous êtes admissible. Puis là, il y a le deuxième point. Pour la majorité des restaurants, vous faites plus que 25 de votre chiffre d'affaires avec les ventes de salle à manger, donc vous êtes admissible. Attendez, là, je suis. Est-ce quelqu'un qui me demande, pouvez-vous expliquer la différence entre la méthode de comptabilité de caisse et la méthode d'exercice? Ça, c'est des notions comptables. J'ai déjà porté le chapeau de comptable, donc je vais être capable de vous répondre. La notion de comptabilité de caisse, c'est que dans le fond, c'est qu'on on enregistre nos revenus à l'encaissement. Et la notion de comptabilité d'exercice, c'est que, dans le fond, vous faites une facture, même si vous ne l'avez pas encaissée, vous la rentrez dans vos revenus. Grosso modo, c'est ça. Pour des nouvelles entreprises qui ont commencé leurs activités en moins d'un an, peut-être à partir de quelles sont leurs possibilités là, pour être admissibles? C'est sûr que quand on regarde les périodes de référence actuelles et antérieures, si vous avez commencé vos activités en 2020, c'est sûr que vous n'avez pas de référence antérieure parce que vous n'avez pas opéré pour l'année 2019. Par contre, si vous avez commencé quelque part en janvier 2020, vous allez toujours pouvoir là, utiliser la méthode de la moyenne de janvier-février 2020. Si vous avez commencé en mars ou en avril 2020, là aussi, là, vous n'avez pas si je pourrais dire, de porte de sortie. Par contre, dans le fond, on est venu faire un allègement dans le cas où on achèterait là, la totalité ou presque des actifs d'une entreprise. Il y aurait possibilité, là, si on rencontre tous les critères, de pouvoir faire un choix. Dans le fond, et il faut faire une entente avec le vendeur. Là. On considérait pour l'année de référence antérieure les revenus de l'entreprise qu'on a achetée. Là. Il y a une petite porte de sortie, là, mais ça serait pas mal la seule porte de sortie. Si mon loyer comprend des taxes, est-ce que les taxes de vente sont admissibles? C'est écrit noir sur blanc dans la loi que dans le fond, que les dépenses de loyer n'incluent pas les TPS, TVH et TVQ. Peu importe si on les récupère ou pas. Au niveau de la subvention complémentaire, si j'ai plusieurs fonctions par exemple, je suis un hôtel et j'ai un restaurant. Ma salle à manger est fermée, mais pas mon hôtel. Est-ce que je serais admissible à la subvention complémentaire? Pour être admissible à la subvention complémentaire, dans le fond, faut avoir été en confinement. Il faudrait voir, là, je pense que c'est la règle de 25 Il faudrait voir est-ce que le restaurant représente au minimum 25
de vos revenus pour la période de base parce que c'est vraiment emplacement par emplacement. Donc, mon emplacement, c'est l'hôtel au complet, là. Le restaurant n'est pas un emplacement distinct de l'hôtel. Je vais faire deux petites questions peut-être en terminant. Oui. Nous avons plusieurs sections de notre entreprise. On est un hôtel, des microbrasseries, on est une boutique, on est un restaurant. Est-ce qu'il faut faire un calcul global de tous les revenus de ces entités-là ou il faut les distinguer? Non, il faut faire un calcul global, c'est-à-dire que si, dans le fond, c'est l'entité, c'est dans une société, tout est dans une société. Quand on fait le calcul de la baisse de revenus, c'est pas par catégorie, si je peux dire, d'activités qu'on a. C'est vraiment l'ensemble de l'entreprise. Là, on additionne tous ces revenus-là ensemble, puis c'est comme ça qu'on fait le calcul de la baisse de revenus. Et finalement, est-ce que les fiducies sont admissibles à la SUCL? Les fiducies, à ma connaissance, je vous dirais non parce que ça ne fait pas partie des entités admissibles là, qui sont des particuliers, des sociétés de personnes, un OBNL ou un organisme de bienfaisance. Puis, à ma connaissance, les fiducies ne font pas ne font pas partie des entités qu'ils ont ajoutées par règlement, là. Je sais qu'il y a des organismes, etc., là, mais à ma connaissance, les fiducies ne font pas partie. Alors, merci, Madame Bergeron, de toutes ces informations-là. Je crois que ça a permis un éclairage là, sur ce nouveau programme qui est SUCL, qui sûrement va aider là, plusieurs des exploitants là, à pouvoir obtenir là, cette subvention, une aide dans ces temps difficiles. Je voudrais juste rappeler aux gens en terminant qu'à la fin de ce webinaire-là, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction et je vous encourage à y répondre le plus possible pour savoir si vous avez apprécié la diffusion d'aujourd'hui et voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ou quel sujet vous voulez qu'on discute dans un webinaire subséquent. Je vous rappelle aussi qu'effectivement, il y a beaucoup de contenu. Et comme à l'habitude, nous allons placer sur le site web de l'ARQ et sur la chaîne YouTube de l'ARQ la diffusion de ce webinaire ainsi que la présentation PowerPoint. Et je vous rappelle aussi qu'on a toujours à l'ARQ un service d'information qui est disponible là, pendant les heures d'ouverture de l'association. Et nous allons, comme à l'habitude, tenter de répondre à toutes vos questions là, concernant ce programme. Et en tout cas, vous diriger vers les ressources qui vous permettront d'y répondre. Et donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde et au plaisir de vous reparler.